So they pretty much got me in the room, cornered me, and started using the N-word over and over and over. Je me réveille toujours effrayé certaines nuits. Je rêve toujours de moments violents. Je suis toujours un peu méfiant vis-à-vis des gens que je laisse se rapprocher de moi. Je suis toujours un peu sur la défensive, pensant que d'autres personnes veulent diriger ma vie. Je suis toujours un peu déprimé. Au fond, je me force à sourire parce que je dois vivre en réalité avec les effets secondaires. Les effets secondaires de traumatisme, nous en avons tous, nous les gérons tous à notre façon, et ça peut être des fois un peu plus difficile de savoir qu'on vit les effets secondaires du propre succès qu'on a. Side Effect est sans aucun doute, si vous me le permettez, l'un des titres les plus personnels et profonds de Mariah Carey, parce qu'il a presque une dimension anthropologique, c'est-à-dire qu'on retrouve le texte où elle se livre et raconte cette histoire sombre qu'elle a vécue avec son ex-mari Tommy Mottola, ancien président de Sony Music, et elle commence tout de suite en disant « J'étais une jeune fille, tu étais un homme ». Et en même temps, si vous ne faites pas attention aux paroles sur la production de Polo Dadon et tout, vous pourriez vous dire « Oh, c'est encore une chanson de la gogole là, avec son verre d'alcool. Mère Noël, la petite diva. » Vous pourriez danser dessus sans jamais vous douter de la profondeur du titre. Et pourtant, précisément, selon moi, il est profondément révélateur de la dichotomie du personnage. On ne guérit jamais vraiment des blessures de son enfance, c'est le cas de le dire, parce qu'on a déjà parlé ici de Mariah Carey, c'est une American Baby, d'une mère qui s'appelle Patricia, qui est décédée il y a quelques jours, et d'un père qui s'appelle Alfred, qui est décédé il y a quelques années. Et ce couple dans l'Amérique des années 50 va choquer, parce que c'est un couple avec une femme blanche et un homme métis vénézuélien, mais considéré pour la plupart des gens et pour la famille de Mariah Carey surtout comme étant un homme noir. Dans cette Amérique encore extrêmement raciste et extrêmement raciale, en fait les parents de Mariah Carey ne veulent pas aller toucher les déchets auxquels leur fille touche. La mère Patricia va vivre pendant très longtemps en ayant la douleur de ne pas pouvoir présenter son mari à sa famille, de ne pas pouvoir amener ses deux premiers enfants, Morgan et Allison, les grands frères de Mariah Carey, dans sa famille parce qu'ils avaient des traits assez foncés, on ne pouvait pas ignorer qu'ils étaient métis, donc du coup la famille ne voulait pas en entendre parler, et ça va créer une famille extrêmement dysfonctionnelle avec tout autour le spectre racial, c'est-à-dire que Alfred le père essaie de se responsabiliser d'avoir un meilleur statut social, il va dans l'armée mais ça se passe mal, il est accusé de V, et quand il est accusé de V pour la famille de Patricia, en fait on t'avait bien dit, tous ces hommes de chocolat ne sont bons qu'à ça, donc du coup il est incarcéré, et c'est encore plus mal vécu par les deux premiers enfants. Là, dans cette période là, Mariah Carey est extrêmement jeune, donc elle a 2-3 ans, elle ne voit pas ce qui se passe, les deux parents finissent par se séparer, et quand les deux parents se séparent, Mariah Carey qui arrive a un avantage selon ses frères, c'est-à-dire qu'elle paraît, elle peut passer pour blanche. Quand on la voit, et d'ailleurs certaines personnes, ça m'a surpris parce que j'ai fait un TikTok récemment sur elle, il y avait beaucoup de gens qui m'ont surpris dans les commentaires parce qu'ils se sont dit « Ah bon, elle est pas totalement blanche ?» Non, et c'est un des points d'orgue de sa vie et de sa carrière, c'est-à-dire que dès qu'elle naît, elle a ce truc-là. Elle peut passer, on peut dire que c'est une petite fille blanche, on ne sait pas tout de suite qu'elle est métisse. De fait, elle va vivre avec sa mère, qui est donc la femme blanche, et les deux autres enfants vont vivre avec leur père. Et en plus, Maria, elle sera acceptée, elle, dans la famille de sa mère. C'est-à-dire que la grand-mère blanche, la contrôleuse de mélanine, en fait, va accepter Mariah Carey et elle va rejeter ses deux grands frères, ce qui va créer une sorte de jalousie qui ne va jamais les lâcher, même si finalement ils vivent tous cette sorte de discrimination. Mariah Carey raconte qu'il y a plusieurs épisodes dans son enfance où elle se fait arrêter justement dans le quartier blanche où elle vit avec sa mère par des camarades qui la frappent ou alors qui l'enferment dans des cercles et qui la traitent de négresse. Well, it's been a struggle for me since I was aware that there was such thing as race. And the only reason I was aware so early on was because it became a subject of humiliation for me as a child. I brought my friend Becky to my dad's house with me, and she, the parents didn't know I was black. They didn't know that, she was going to go to a black man's house. They'd only met my mother, and the girl burst into tears because she was so freaked out. Et donc de fait, elle ne va jamais savoir complètement se positionner, savoir si elle est blanche, si elle est noire. C'est quelque chose qui va la hanter et qu'elle raconte d'ailleurs dans sa chanson Outside. Elle dit « Très tôt, tu fais face à la réalité que dans aucun espace, tu ne peux te fondre. Et que dans aucun espace, on ne reconnaît ton existence. Irréversiblement larguée dans un entre-deux, c'est dur, c'est dur, c'est dur de se sentir comprise. »
Déjà elle-même à la recherche de son identité, Mariah Carey grandit avec des frères et sœurs qui ne l'apprécient pas forcément. Elle a des relations avec eux, mais elle aimerait qu'ils soient un peu plus chaleureux avec elle, et ce n'est pas forcément le cas. Sa sœur Allison d'ailleurs va très loin parce que Allison a un enfant alors qu'elle n'a que 15 ans. On décide de la marier. Elle décide après de commencer à vendre le piment, c'est-à-dire qu'elle va vendre ses services façon Sexy Red. Et dans cet épisode-là, elle n'a pas peur un jour de prendre sa sœur de 12 ans et de la mettre avec le Mac, qui était son mec qui l'a géré à l'époque. Et cet homme-là va commencer à avoir une sorte d'attouchement pour Mariah Carey, mais surtout, avant d'essayer de la livrer à la personne qui était censée profiter de Mariah, bah en fait, on va droguer Mariah Carey, on va la brûler au 3e degré pour qu'elle soit complètement dans les vapes. Et c'est une voiture qui les arrête, comme elle le raconte dans sa biographie, qui finit par sauver Mariah Carey et à obliger le monsieur à la ramener à la maison. Sinon, elle aurait été vraiment prostituée par sa grande sœur à ses 12 ans. Ce genre de rapports ont complètement fractionné leur relation alors qu'ils étaient très jeunes et qu'il y a quand même un certain écart. C'est-à-dire qu'il y a 8 ans d'écart avec la grande sœur et quasiment 10 ans d'écart avec le grand frère. Et si Mariah Carey aurait pu trouver un réconfort total avec sa mère, grande chanteuse d'opéra qui d'ailleurs donne son don à ses enfants, c'est-à-dire que Mariah Carey chante, la sœur de Mariah Carey chante, et elles ont des timbres très similaires d'ailleurs. Love and live more, love and live. Mais la mère ne croit pas du tout que ses enfants seront des stars de la musique et surtout pas Mariah Carey. Et elle lui dit quelque chose qui va terrifier Mariah Carey et qui pour moi est un des points d'orgue de sa personnalité, de sa carrière. Sa mère lui dit un jour que tu peux faire tout ce que tu veux, tu ne peux que rêver de devenir la moitié de la chanteuse extraordinaire que je suis. Et dans le livre d'ailleurs, quand elle le mentionne, elle dit que jusqu'aujourd'hui, elle réentend sa mère lui dire ça à ce moment précis et ça la terrifie. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que dans cette vidéo précisément, vu que vous savez tous que Mariah Carey est une grande chanteuse, on va pas revenir sur son talent de chanteuse. Pour moi, l'un des talents les plus oubliés de Mariah Carey, c'est son talent de songwriter. Sa manière de raconter des histoires, je pense d'ailleurs que dans sa catégorie, à ce niveau de succès dans la scène pop mainstream, il n'y en a que deux. Tracy Chapman étant à part, il n'y a que Mariah Carey et Taylor Swift qui sont capables d'écrire des textes comme elles le font. Et d'ailleurs, récemment, il y avait le fameux débat entre elles sur Twitter aux États-Unis, que j'ai adoré voir ce débat. Et ça a commencé en disant qui est le meilleur songwriter entre Drake et Mariah Carey. Et ensuite, ils ont fait qui est le meilleur songwriter entre Mariah Carey et Michael Jackson. Et moi, j'ai adoré le débat entre Mariah Carey et Michael Jackson. J'ai voulu le faire en France, après je me suis dit que ça ne servait à rien parce que les gens ne comprendraient pas. La plupart des gens iraient vers Michael Jackson parce qu'ils n'écoutent pas Mariah Carey, ils regardent Mariah Carey. Mais factuellement, en vérité, je pense que toutes les personnes qui ont écouté Mariah Carey savent que Michael Jackson, dans un débat pareil pour Mariah Carey, c'est une cible facile. Mais vous en rendez pas compte? Et vous êtes peut-être choqué là tout de suite, parce qu'en vérité, vous la regardez avec ses mimiques rose bonbon et tout, et ses attitudes de diva, et ça vous agace. Ça agace beaucoup, surtout en France, de la voir comme ça. Mais il faut aussi savoir qu'elle en est consciente. Dans la chanson Close My Eyes de l'album Butterfly, elle revient sur ces petits points-là, et elle dit « J'étais une enfant rebelle portant le poids du monde que je gardais au fond de moi. La vie était une route sinueuse, mais j'ai fermé les yeux en gardant les pieds sur terre, levant les yeux au ciel, et bien que le temps soit passé, je continue à me sentir comme cette petite fille, car je regarde la lune. Peut-être que j'ai trop grandi, un peu trop vite. Cette femme enfant tombant à l'intérieur était sur le point de dépérir. Heureusement, je me suis réveillé à temps. Still I feel like a child as I look at the moon. À 18 ans, Mariah Carey rêve de musique. Elle fait des démos avec un producteur, un jeune producteur, mais en fait, elle n'a rien. Elle vient de cette famille défavorisée. Elle dort sur le matelas par terre dans l'appartement d'un ami. Elle est serveuse, c'est-à-dire qu'elle a rien à voir avec effectivement le glitter et tout ce qui est rose là. Non, la vie est très très dure pour elle. Et un jour comme ça, on lui propose quand même d'être choriste de la chanteuse Brenda K-Star, qui à l'époque a le tube Still Believe. Brenda K-Star comme ça entend Mariah Carey chanter dans les backgrounds et elle est subjuguée, elle se dit oh my god, elle se dit que partout où elle va passer, elle va parler de Mariah Carey. C'est comme ça qu'elle fait la publicité, elle devient le micro, le haut-parleur de Mariah Carey partout où elle passe. Mariah n'a que 18 ans et un jour comme ça, elle réussit à faire passer l'une des démos de Mariah Carey à Tommy Mottola, qui est le président de Sony Music. Tommy Mottola écoute la chanson, il est subjugué, il veut voir Mariah Carey 3 jours après pour savoir si c'est vraiment elle sur la démo. Il veut s'assurer qu'elle est capable de chanter comme sur l'enregistrement. Quand elle arrive, elle ouvre la voix, boum, le dragon sort. Dracarys.
Et dès qu'il sort de la pièce, il dit à l'avocat de Sony, vous faites ce que vous voulez, il faut qu'on ait un contrat avec cette femme. Tommy Mottola, quand il signe Mariah Carey, a une obsession en tête comme quasiment 95% des labels à l'époque, à savoir Whitney Houston. Il faut une concurrente à Whitney, il faut savoir comment casser The Voice, ou alors trouver quelque chose de plus fort que The Voice qui révolutionne totalement l'industrie. Et c'est sur ce plan-là que quand ils voient Maria, ils se disent on va la marketer et en plus on va enlever le côté noir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils précisent que Maria est censée être plus big que Whitney parce qu'elle n'a pas ce côté noir. Donc du coup, elle aura la voix, les chansons et en plus elle ira plus loin parce que son image sera marketable à une plus grosse audience. C'est comme ça donc il commence à penser le projet avec elle et qu'il retravaille les démos de Mariah Carey avec un producteur. D'ailleurs, il appelle le producteur Narada Michael qui fait plusieurs des tubes de Whitney Houston et qui à l'époque ne veut pas travailler avec Mariah Carey parce que lui il travaille que avec les superstars. Donc il se dit mais elle là oui ok elle sait chanter mais moi je travaille qu'avec les grosses stars. J'ai fait plein de tubes à Whitney. Ça m'intéresse pas trop. Et Tommy se bat comme un tigre, il lui propose un gros contrat pour travailler avec Mariah Carey parce que l'objectif, et si vous avez déjà écouté le premier album de Mariah Carey, vous l'entendez, est d'avoir une similitude avec Whitney Houston, de venir sur son créneau et après de la battre. Et je trouve toujours que sur le premier album de Mariah Carey, sur les chansons, même si c'est elle qui les écrit, on entend encore beaucoup l'influence de Whitney Houston dans la manière dont elle chante. Et elle va avoir les fameux tubes Vision of Love, Love Takes Time. Hurting so much, I couldn't see that I was blind. Et tout part justement de là. Mariah Carey a la promo la plus promo de toute l'histoire de la musique. C'est-à-dire que même si vous étiez au fin fond d'un puits, Sony mettait tous les moyens en œuvre pour s'assurer que vous entendiez parler de Mariah Carey. Et je n'invente rien. C'est-à-dire que c'est reconnu à l'époque comme étant la promo la plus coûteuse pour une nouvelle artiste. Mottola spent money. A reported $800,000 on the album, $500,000 on the first video, and $1 million more to market both. Et on ne comprend pas pourquoi est-ce que Mottola a investi autant sur cette jeune femme qu'on ne connaît pas, qui certes a du talent, mais on se dit, bon, c'est quand même beaucoup d'argent mis en œuvre. C'est comme ça que beaucoup de journalistes commencent à se demander s'il ne se passerait pas quelque chose entre lui et la fameuse chanteuse, parce que c'est un peu trop gros. Dans le même temps, ils ont 21 ans d'écart, c'est-à-dire que Mariah Carey a 19 ans, il a 40 ans. C'est difficile à croire, mais les budgets de Sony pour Maria sont tellement important et dépasse tellement la norme de l'époque que ça commence à entretenir des suspicions. Ensuite, donc du coup, ils enchaînent sur le second album Emotion. Mariah Carey cartonne, les médias continuent à se demander mais c'est quoi ce truc, on la voit jamais chanter en live, en tournée. Et là Tommy Mottola a encore l'idée de se dire bon on va lui faire un MTV Unplugged. Si les gens se demandent autant pourquoi elle ne fait pas de tournée, pourquoi elle ne fait pas de live, ben, elle va chanter MTV Unplugged et tout le monde va voir qu'elle sait véritablement chanter, parce qu'il y avait toujours ce doute autour d'elle qui en vérité ne l'a pas totalement quitté jusqu'au jour dans sa carrière. Mais Tommy Mottola se dit le MTV Unplugged va totalement effacer tout ça. Quelque chose se passe d'extraordinaire pour l'époque. L'homme quitte tout. Il abandonne sa femme avec laquelle il était depuis 19 ans, avec laquelle il avait 2 enfants. Il divorce en secret d'elle et on commence à le voir s'afficher de façon plus ou moins naturelle avec Mariah Carey aux événements, au Grammy Awards. Ça devient l'un des couples populaires de la scène. On les voit en photo par-ci par-là, la nouvelle artiste qui cartonne avec l'homme le plus puissant du game. Vraiment, il faut vraiment vous dire en tête que c'est le directeur de Sony Music. Vraiment, c'est Power Couple plus à ce moment-là. Et d'un coup, pour certaines personnes, ça explique les budgets extraordinaires qui sont alloués à Mariah Carey. Certes, elle rencontre du succès et le public l'apprécie, ce qu'elle va encore prouver avec son 3e album en 96 qui s'appelle donc Music Box. Mais l'histoire de Music Box et de la chanson Hero là encore révèle de l'implication de Tommy Mottola dans sa carrière. Gloria Estefan, la chanteuse, est censée sortir dans un film, une chanson s'appelle Hero. Il dit qu'il écoute le speech de comment le titre Gloria Estefan est censé sonner. Et quand il rentre à la maison avec sa femme, en fait, il entend sa femme en train de faire une chanson. Et c'est donc là que lui vient l'idée de lui dire, en fait, voici comment il faudra la modifier pour que ça donne le fameux Hero. Et cette fameuse chanson qui va toucher énormément de monde, il la compare même justement à My Way, chantée par Elvis Presley. I did it my way.
Donc le succès extraordinaire d'avoir cette nouvelle pop star blanche qui fait des harmonies un peu gospel par-ci, un peu R&B par-là, mais surtout, faut absolument pas qu'elle soit trop urbaine. Elle estime même que y a un certain mépris ou alors un certain racisme de la part de Tommy Mottola qui ne veut absolument pas qu'elle touche à quoi que ce soit de noir ou alors qu'elle y soit mêlée, alors que ça fait complètement partie de son identité. C'est le premier truc qui la frustre. Mais puisque tout ce qu'ils font marche, elle est obligée de le suivre. C'est aussi lui qui a l'idée de faire l'album de Noël. Elle ne veut absolument pas en entendre parler. Elle est quasiment forcée par les studios de Sony de faire l'album de Noël et la fameuse chanson All I Want for Christmas Is You, qui va donc devenir cet immense tube qu'on entend chaque fin d'année. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qu'elle veut, c'est une idée de Tommy Mottola et elle est presque contrainte de le faire, même si encore une fois c'est elle qui écrit la chanson, elle coécrit le titre, elle est totalement impliquée dans l'écriture, mais c'est pas quelque chose qu'elle aurait fait d'elle-même. Ils sont mariés, ils ont une résidence que tout le monde connaît qui s'appelle Sing Sing, et à partir de 95, Mariah Carey doit commencer à travailler avec Jermaine Dupri, elle rencontre Da Brat, et c'est là qu'elle commence un peu à s'ouvrir. Elle impose ODB sur Fantasy, qui va donc devenir sa première collaboration avec un rappeur et l'une des premières collaborations d'une pop star de ce calibre-là avec le monde du hip-hop. Ce qui est un très bon coup pour elle et qui va être une des premières fractures entre elle et Tommy Mottola, parce que lui n'était pas enthousiaste au début, c'est que ensuite, lors du tournage du clip, qui finit par totalement adhérer à la chanson. Le succès de Daydream aussi se fait, elle s'ouvre à un public plus R&B, et un an après, en 96, il y a un article de Vanity Fair qui paraît. Un article qui va faire boom, parce qu'encore une fois, ça fait quasiment 8 ans qu'ils sont en relation, mais ça fait 3 ans qu'ils sont mariés et qu'ils s'affichent depuis 5 ans. Mariah Carey et Tommy Mottola, c'est l'un des couples phares de la scène musicale, et là d'un coup l'article nous explique qu'il y a une femme là qui est vraiment maltraitée. Elle vit dans une très grande maison, mais dans cette grande maison là elle a le droit de rien faire, c'est pour ça qu'on la voit très peu, il y a des micros partout, elle est suivie tout le temps, pour parler avec certaines personnes elle est obligée de se cacher dans son placard à chaussures, et quand on lit l'article au début on pourrait se dire oui non mais ça se passe quelque part en Iran. On ne peut pas s'imaginer qu'en réalité là on nous décrit le quotidien de Mariah Carey, l'une des plus grosses pop stars sur terre, dans la fameuse maison que tout le public connaît, qui s'appelle donc Sing Sing, avec son mari qui est une autre star très connue du coup, aux yeux du monde. My first marriage, I was very much, what's the word? I was kind of locked away and I was sort of, you know, given the rules and had to stick with them. You've been emotionally. Emotionally, mentally, I didn't feel like he got the fact that I was also a human being with my own feelings and thoughts. Mariah Carey raconte donc un quotidien absolument abominable où elle est complètement contrôlée par ce gros magnat de l'industrie qui l'exploite et fait d'elle exactement ce qu'il veut. C'est sa totale marionnette. C'est à partir de là, véritablement, cette parution d'article, que le couple se brise, mais c'est surtout l'ouverture vers les Jermaine Dupri, Da Brat, qui racontent par exemple qu'un jour, elle rend visite à Mariah Carey, elles sont en studio et tout pour enregistrer, et Mariah Carey est effrayée de sortir. Elles vont faire plein de micmac, elles vont se rouler par terre, s'habiller en noir et tout pour pouvoir sortir, tellement c'est contrôlé partout. Tout ce qu'elle voulait faire, c'est aller acheter quelque chose dehors. Et quand elles reviennent, Da Brat va lui dire, personne ne peut imaginer que ta vie c'est orange is the new black là, meuf. Il te manque juste le petit vêtement orange. Donc moi à ta place, ce que je ferais, c'est que je partirais de cette relation là. Brat and I escaped from the big house together, and that's what it felt like. And she was in shock, as was Jermaine, to the degree that there was so much security and armed security and such a fear that like if I was off the grounds, it was like, where is she? It just became a huge thing. Et c'est dans cette mouvance-là que Mariah Carey et Tommy Mottola vont divorcer. Et c'est aussi pour ça que l'album d'après, qui va devenir l'un de ses albums les plus personnels, s'appelle Butterfly. C'est le fait de s'être envolée, échappée de la prison dorée dans laquelle elle était, qui va donc devenir plus tard son symbole. Et là, vous avez donc l'explication des deux Mariah Carey. Vous comprenez pourquoi tout le début de carrière de Mariah Carey, vous avez cette image de femme lisse, très distante, qu'on voit très peu chanter en live, et qui donc du coup sort des albums plutôt pop, grand public, mainstream, qui font de gros succès. Et vous voyez pourquoi juste après, on a une image de femme enfant plutôt girly, gnangnan, qui va agacer une grosse partie de son public, et en même temps avec un rapport plus hip-hop dans les prods. C'est-à-dire qu'elle garde un côté pop toujours. Je trouve qu'elle a toujours un côté pop, mais elle va toucher plus au R&B, beaucoup plus au hip-hop, avoir quasiment toujours des collaborations avec des rappeuses. À partir de 97 jusqu'en 2018, chaque album de Mariah, il y a quasiment toujours une collaboration ou alors un remix avec le monde du hip-hop.
Elle aime véritablement ça et ce n'est pas qu'un coup commercial selon moi. Quand vous regardez sa carrière, ses plus gros succès, hormis justement The Emancipation of Mimi, sont de la période Tomi Motola. Et c'est d'ailleurs pour ça que The Emancipation of Mimi, qui va arriver en 2005, est extrêmement important pour elle, parce que c'est la preuve que, hormis chez Sony Music, hormis sur la hoop de Tommy, bah en fait, j'ai le public, je peux m'en sortir et balancer l'un des albums les plus vendus de ma carrière. Oh, baby, baby, we belong together. L'histoire du disque est absolument extraordinaire et il a surtout ce truc d'être la preuve qu'elle pouvait réussir sans son fameux mari, qu'elle n'était pas que le pantin de Tomi Motola. Sleeping and you getting up and leaving the bed just to go to a room privately and then hearing through the intercom, where are you, what are you doing? Just made everything just back into like this stiff moment of being at attention. Mais réfléchissez-y, quand vous voyez la carrière de Mariah Carey, si par exemple elle avait décidé d'être un peu moins sexy, femme-enfant, elle avait un peu quitté ce personnage de femme-enfant, elle était revenue à une image peut-être plus mature en 2010, 2011 et tout, faire un album beaucoup plus pop soul, beaucoup plus proche de ses premiers disques, ça aurait été stratégiquement bien pensé. Elle aurait peut-être récupéré des gens qui vont tomber sur cette vidéo et qui ont aimé ses premiers albums, qui sont encore ses plus gros classiques et l'image sur laquelle elle s'est le mieux construite. Sauf qu'elle n'a jamais fait ça. Elle est toujours restée dans ce rapport, dans cette fidélité extrême à la zone hip-hop, même en enchaînant les flops. Et moi, je pense que là, on retrouve le côté où c'est un contrepoids avec ce qui lui avait été imposé au début de sa carrière par Tomi Motola, mais aussi le traumatisme même de l'enfance qu'elle raconte. C'est-à-dire que ce truc de savoir si tu n'es pas assez blanche, tu n'es pas assez noire, et finalement le fait qu'on l'ait empêché d'exprimer un lien avec ses racines afro-américaines pendant longtemps, ben en fait, dès qu'elle a eu le moyen, la liberté de pouvoir le faire, ben elle ne l'a plus jamais lâché en fait. Elle montre toujours ce lien-là tout au long de sa carrière, alors que tout au début de sa carrière, on ne le voit quasiment pas. D'ailleurs, quand son père meurt en 2001, elle lui rend hommage dans l'album Charm Bracelet avec une chanson qui s'appelle Sunflowers for Alfred Roy, et ils s'étaient réconciliés justement avant qu'il ne meure d'un cancer du pancréas. Please be a peace, Father. Et c'est donc là que revient forcément le prix du succès, qui était le thème principal de cette vidéo. Les effets secondaires de ce que peut amener le fait d'avoir ce qu'on a toujours rêvé et ce pourquoi on a toujours travaillé, parce qu'elle a toujours travaillé et toujours écrit ses chansons. Pourtant, elle dit, vide à l'intérieur, personne n'était là. Ça ne pouvait pas être vrai, je devais me taire, de temps en temps on se disputait. Au bout d'un moment, je me contentais de mentir. Tu avais complètement tort, mais je disais que tu avais raison. Je faisais ce que je pouvais pour survivre. Je n'arrivais pas à croire que c'était ma vie. Vacillant comme une bougie, faisant de mon mieux pour supporter, de coucher avec l'ennemi. Consciente qu'il était en train de m'étouffer. Il y a une polémique récemment, il y a quelques mois, c'était la chanteuse Chaka Khan, la légende, et on lui demandait de réagir au classement de Rolling Stone qui avait mis Mariah Carey, je crois, 4e parmi les plus grandes chanteuses de tous les temps. Et elle donnait son avis sur tout le monde, et quand Mariah Carey est arrivée, elle a dit Payola. Yeah. All right, good. That must be payola or some like that. Internet s'est énervé contre elle et tout. Et j'ai vu beaucoup de gens l'insulter et tout. Et elle a d'ailleurs dû s'excuser, ce qu'elle n'aurait pas dû faire selon moi, parce que moi j'aime le fait que les gens donnent leurs opinions. Qu'on soit d'accord, pas d'accord, elle a insulté personne. Elle a donné une opinion. Mais ce que j'ai trouvé encore plus marrant, c'est que je crois que les 3/4 des gens, ils n'avaient pas compris pourquoi elle a dit payola. Payola, c'est le fait de dire que on paye les radios en vérité pour être diffusées. Et en fait, c'était une référence, une piqûre, mais bien piquée à Mariah Carey, parce qu'en vérité, ça rappelle quelque chose. Alors, ça énerve les fans de Mariah Carey quand on le dit. Et vous le voyez d'ailleurs au 19 numéro 1 qu'elle a. C'est la chanteuse solo qui en a le plus. Et on ne pourra jamais lui retirer son talent et son talent d'écriture. En revanche, quand vous voyez certains des numéros 1 de Mariah Carey, il faut savoir qu'à l'époque, les numéros 1 étaient plus basés sur le classement radio, les diffusions radio, que les ventes de singles. C'est les singles. Et vous voyez le différentiel entre le fait qu'elle est diffusée en radio, par exemple, sur un titre, et que la chanson est 54e en vente. Vous voyez que les radios la surdiffusent par rapport au fait que les gens achètent les singles. Ce qui veut dire qu'il y a une grosse machine derrière qui pousse quand même. Tomi Motola est un ancien, pour moi en tout cas, mafieux. Je pense que oui, sa femme est très talentueuse. Il est le directeur de la plus grosse maison de disques de la planète. Mais bien sûr qu'il a poussé sa femme plus que de raison. Ce sont des choses qui arrivent. En fait, c'est sa femme. Donc du coup, il a aidé à ce qu'elle aille encore plus loin et qu'elle vende encore plus, même si effectivement, ça ne veut pas dire qu'elle n'ait pas de talent. Et donc du coup, je pense que quand Chaka Khan le dit, c'était une manière de dire que ouais, de toute façon, Mariah Carey, elle, on sait très bien qu'elle paye. Donc, ça ne m'étonnerait pas que même Rolling Stone ait leur donné un billet.
He's very involved with someone's career. He can be a very helpful force because he's very good at what he does. He understands music because he used to be a musician, and he's understands marketing and all those things. And so I didn't feel like I could just put my foot down and have a tantrum and say, well, I want this song to come out, or I want this type of video, or I don't want to wear my hair curly tonight, or I don't want to wear a dress down to the floor and up to the neck. Et du coup, selon moi, il faut pas le prendre en tant que haine. C'est le yin et le yang de la vie. C'est-à-dire que ça a apporté de bonnes choses pour sa carrière. C'est un très bon directeur artistique. Quand vous voyez les choix qu'il fait, l'album de Noël, le fait... Enfin, il a eu de très très bonnes idées pour elle. Et en même temps, peut-être que la relation n'aurait pas dû avoir lieu. Et je peux tout à fait comprendre les chanteuses de l'époque, il y en a plusieurs d'ailleurs, qui avaient ce regard particulier sur elle parce qu'ils se disaient, oui, elle est talentueuse, mais en même temps, enfin, elle a le mari le plus... Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? C'est une tornade. À la fois le talent et à la fois le mari de l'industrie, ça a donné ce succès-là. Ça a cassé quelque chose dans sa vie personnelle qui, selon moi, était déjà brisé. J'ai eu à lire le livre de Tony Motola justement pour avoir sa version. Et il réfute effectivement totalement des agressions physiques qu'elle décrit. Il réfute aussi le fait d'avoir été trop contrôleur. Il dit que il a toujours voulu la pousser au maximum dans sa carrière. Et il explique que c'est pour ça d'ailleurs que les albums qui sortent après leur rupture, Butterfly et Rainbow, qui sont chez lui, en fait il dit qu'il ne fait rien pour que ça ne marche pas. Il ne revient pas sur l'épisode Jennifer Lopez dont on avait parlé sur la première vidéo sur The Emancipation of Mimi. Il n'en parle pas du tout, le fait qu'il les ait quand même mises en compétition sur notamment un titre. Mais quand on lit le livre en entier, vu qu'il finit par s'excuser sur la fin, il s'excuse auprès de Mariah Carey de mi-mot en disant que s'il lui a fait quelque chose qui lui a déplu, il s'excuse. You know Rihanna? Yes, I do. What did you make of that story? Oh, I can't imagine if I had been like I was very, as you know, sequestered when I first started out. And if I was just allowed to be like young and with a young boyfriend who's also a star, and you know, you're working and you're both, I don't know what goes on. You know what I mean? So it's like I wasn't really allowed out of the house. So I can't imagine what she went through. Mais surtout, il dit que c'est elle qui a commencé à flirter avec lui. C'est elle qui lui a dit, alors qu'il était en crise de la quarantaine, qu'il était trop beau et qu'un jour, quand elle lui a dit ça, son cerveau a complètement déconnecté. Il est allé voir un psychiatre. Le psychiatre lui a dit, ne fais pas ça, ne sors pas avec elle. Il est quand même sorti avec elle. Il a tout abandonné dans sa famille. Et en fait, ses excuses principales, justement, dans le livre, vont à ses deux enfants. C'est-à-dire qu'il quitte sa femme et ses deux enfants pour se mettre avec Mariah Carey. Et donc, du coup, il s'excuse beaucoup auprès de ses deux enfants parce qu'il estime que ce mariage-là a détruit l'évolution de ses enfants et qu'il le regrette amèrement. Il ne décrit absolument pas Mariah Carey comme étant une cruche. Il dit qu'elle sait exactement ce qu'elle fait, que voilà. Et je ne pense d'ailleurs pas. Je ne pense pas du tout que ce soit une femme bête et ce genre de choses. Pas du tout. Vraiment, j'ai l'image totalement inverse de ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans le livre, à un moment, il dit que pour lui, c'était très important qu'ils restent ensemble parce que voilà, il avait tellement fait pour elle et qu'il l'aimait tellement que c'était super important qu'ils restent ensemble et que le soir où il comprend que c'est fini, c'est après les Grammy Awards, les fameux Grammy Awards de 96, quand Mariah Carey est censée gagner plusieurs Grammy avec Daydream. Elle se fait humilier par les Grammy parce qu'elle ne rentre avec rien, alors que l'album est très bon et qu'elle aurait pu gagner dans plusieurs catégories. Il explique que c'est un séisme pour Mariah Carey et qu'en fait, au moment où elle ne gagne pas, il comprend que leur relation est finie et il décrit la scène, il dit que voilà, elle devient de plus en plus froide, il n'arrive plus à se parler. Il dit, je pense que si elle avait gagné, on aurait encore pu avoir une chance. Et je me suis dit, en fait, c'est un faux mariage, en fait. Et sans vouloir manquer de respect à Mariah Carey, par contre, des deux côtés. Parce que finalement, quand il dit ça, ça veut dire que lui-même savait que son but dans sa relation avec cette jeune femme, c'était de lui donner de gros succès. Leur relation était basée sur le fait que je vais te donner beaucoup de succès, tout. Et le jour où elle a pas eu le gros succès, c'était fini en fait. Parce que imaginez qu'on va garder sa meuf parce que elle va avoir un prix dans une cérémonie, c'est un peu particulier. Mais il le pense vraiment et il explique qu'elle n'a jamais été en prison. La preuve étant que quand il comprend que ça se termine, en fait, il va lui faire un mot qu'il va déposer sur leur table de chevet. Et le mot, c'est les paroles d'une chanson de Elton John. Butterflies are free to fly away. C'est le titre Someone Save My Life Tonight. Butterflies are free to fly away. Et en fait, moi, j'ai trouvé que c'était assez malicieux de sa part de le dire comme ça. Parce que d'un coup, quand j'ai lu ça, je me suis dit, en fait, il est en train de nous dire quoi là? Il veut finir par nous dire que même le fait, parce que vous comprenez, Butterflies Fly Away, c'est les thèmes principaux de Mariah Carey depuis qu'elle a quitté Tony Motola. Même dans la chanson Petals, quand elle parle justement de son frère et de sa sœur, elle prend sa sœur par son surnom, elle dit à sa sœur que je t'ai aimé toute ma vie, vraiment, j'ai espéré aussi que tu m'aimes, et j'ai espéré que mon frère m'aime, mais j'ai compris à la fin, parce que ça se déroule, que vous ne m'aimerez jamais, donc je vous laisse partir. Wondered if there's ever been a perfect family.
Et donc du coup, lui, il dit que c'est la note de chevet qu'il lui a déposée. Et dans ma tête, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un coup de savonnette pour dire que même finalement, la carrière qu'elle a après, là, tout le truc de Butterfly et tout, ça vient toujours de moi. It's ironic, my voice was being heard by millions of people, on a label that he controlled, but my actual voice as a woman, as a human being, was really kind of shushed, and not encouraged. Récemment, quand elle faisait la promo du livre, on lui a demandé si elle pensait qu'elle aurait eu la même carrière si elle n'avait pas signé avec Tommy Mottola. Et elle a dit oui, j'aurais signé avec quelqu'un d'autre, j'avais d'autres propositions. Et honnêtement, j'ai rien contre Mariah Carey. Franchement, Mariah Carey pour moi, là on fait cette vidéo, je pourrais vous en faire 10 sur chacun de ses albums. Mais je ne pense pas du tout. Alors là vraiment, pas du tout. Je pense pas qu'elle aurait la même carrière sans lui. Et ce n'est pas grave en fait. En fait, je trouve que c'est un parfait exemple de ce que les gens appellent souvent pactiser avec le diable. Pactiser avec le diable, c'est pas forcément que oui, tu es allé en enfer, après tu as signé, on a pris ton sang et tout. Non, je trouve que dans cette relation-là, on trouve bien ce côté-là. C'est-à-dire que il lui a apporté des avantages et tout, mais en même temps, elle a signé avec un monsieur qui avait 20 ans de plus qu'elle, qui n'avait pas les mêmes ambitions qu'elle, qui détestait une partie de ce qu'elle était, et donc du coup, même si, imaginons que Tommy Mottola ne soit pas le diable parfait, ben en fait, factuellement, il lui a forcément laissé des marques qu'elle n'arrive pas à retirer bien après, en fait, et donc du coup, je pense que ça peut être un exemple même dans nos propres vies, en fait. Souvent, tu vas voir une jeune femme là sortir avec un vieux monsieur, il lui achète plein de sacs et tout, et peut-être qu'après, ça peut lui laisser des traumas dans la manière de vivre, dans la manière de s'émanciper, même dans la manière dont elle se voit, peut-être qu'elle ne se verra pas aussi belle qu'elle ne l'est, peut-être qu'il va l'empêcher de profiter de plein de choses. Et je trouve que Mariah Carey le montre bien, entre aussi le côté où elle va rattraper beaucoup plus tard dans son image sexy, exagérée, tout ça. Quelque chose qu'elle n'avait pas au début et qu'elle aurait très bien pu faire. Peut-être qu'elle n'aurait jamais eu... on n'aurait jamais connu la Mariah Carey un peu lisse là du début parce que ce n'est pas totalement sa personnalité. Même si moi, c'est vraiment mon petit avis, je pense que le personnage de Mariah Carey niant machin, c'est une création totale pour cacher Mariah Carey. Elle a une vie trop dramatique. D'ailleurs, sa sœur et sa mère qui meurent le même jour, récemment encore. Elle a une vie trop parsemée de drames, de violence, d'alcoolisme, parce qu'en plus elle a un problème avec l'alcool, et en tout cas elle l'a longtemps eu, de bipolarité maintenant, pour que je pense que ce soit une femme complètement délurée là. Je trouve qu'elle le dit très bien dans la chanson Looking In. Tu le regardes et tu vois cette fille vivant dans un monde doré, mais ne crois jamais que ce n'est que ça que tu puisses voir. Jamais tu ne connaîtras mon vrai visage. Tout semble être comme si je n'avais été qu'un être perdu, pouvant regarder dans l'âme des autres, puisque je me trouve ici pour toute leur souffrance. Mais ils ne pourront jamais m'enlever mon cœur, et ne pourront me faire tomber à genoux. Ils ne pourront jamais connaître mon vrai visage. Moi, je vois Mariah Carey comme, vous savez, quand tu es un enfant qui a été un peu traumatisé, souvent tu te crées des amis imaginaires ou tu te crées des personnages imaginaires pour te protéger du monde extérieur. Et moi je trouve que c'est un peu ce que donne son personnage de femme enfant là. D'ailleurs elle dit aussi dans le livre, et c'est très frappant, ça m'a même choqué, que le truc de pas vouloir fêter ses anniversaires et de, parce qu'elle ne fête pas ses anniversaires, elle dit toujours qu'elle a 17 ans et on rigole et tout. Et elle dit quand même à un moment que c'est parce que le moment où sa sœur essaie de la vendre, ben en fait elle est toujours bloquée mentalement à ce moment-là de ses 12 ans. Je trouve que finalement c'est pas très drôle et que le fait de le rendre drôle en rien, c'est juste pour cacher un vrai traumatisme en fait. Dire que je suis bloqué à cet âge-là parce que j'ai subi ou il y a eu l'intention de me faire subir un V de la part de ma sœur, le fait que elle le mette en exergue de manière beaucoup plus fancy avec ses histoires de pas fêter son anniversaire à 17 ans, de toujours avoir 17 ans, de vouloir rester dans l'enfance, c'est une manière de pas forcément se regarder dans le miroir et de se protéger un peu du monde extérieur. I'm eternally 12, that's okay, because technically I'm not even in 10th grade yet anyway. Yeah. Technically I'm eternally 12 because it's from within. So it's always, I'm eternally 12. We told him about it earlier, so yeah. And that's part of the reason I'm late, because as a 12-year-old, how am I expected to get it together on time? I'm eternally 12, yeah. Et maintenant, c'est mon analyse de cette vidéo qui ne revenait pas sur la carrière de Mariah Carey, mais sur le prix du succès, ce que ça lui a coûté émotionnellement d'en arriver où elle en est arrivée. Moi, je vous ai expliqué que j'assimile ça à un pacte avec le diable, pas simplement parce que j'estime que Tommy Mottola est le diable. Je pense pas que forcément ce soit un homme diabolique, je ne le connais pas. J'ai lu son livre, je ne le connais pas. Mais je dis que la relation est déjà malsaine de la base. Factuellement, je suis plus tenté de me dire que la petite de 18 ans là, qui était déjà elle traumatisée, ne pouvait peut-être pas faire le poids face à ce gros producteur magnat de l'industrie. Alors, ça veut pas forcément dire que elle était complètement innocente sur tout ce qui se passait et que voilà, elle avait aussi peut-être ses stratégies et ça l'arrangeait aussi sur certains points. Soon after we met, Tommy started making romantic overtures. His persistent gestures and constant attention gave me a sense of safety. She soon realized it wasn't as safe as she had hoped. Mais factuellement, j'assimile ça dans le fait qu'après tu puisses avoir des traumatismes qu'elle raconte, que tu puisses avoir des peurs et tout, à un pacte avec le diable, parce qu'effectivement elle a un succès,
c'est-à-dire qu'elle cartonne et tout. Et de l'autre côté, bah, elle arrive toujours pas à s'en sortir, elle rumine ça, elle lutte contre son ancienne image, elle s'en éloigne. D'ailleurs, franchement, si vous regardez bien Mariah Carey, quand vous l'écoutez parler en interview, les 10 premières minutes, vous retrouvez un peu le personnage là. Quand ça commence à aller un peu plus loin, vous allez voir qu'elle est beaucoup plus deep, beaucoup plus sombre. Quand vous lui demandez ses chansons préférées, elle va rarement vous citer les chansons d'amour. Elle va revenir souvent sur ces titres très dark, parce qu'en fait finalement c'est pas quelqu'un qui a eu la vie facile, et donc du coup qui je pense se protège en ayant une image beaucoup plus colorée, drôle, alors que derrière il y a quand même des violences qui sont assez graves qu'elle exprime dans sa musique, parce qu'encore une fois, moi je le dis, c'est une des meilleures parolières de l'industrie. Mais je vous laisse la parole maintenant. Dites-moi vous ce que vous pensez de Mariah Carey, de son enfance, de cette relation avec Tony Mottola. Est-ce que vous êtes plutôt à croire Tony Mottola? Est-ce que vous êtes plutôt à croire Mariah Carey? Est-ce que vous comprenez les deux? Est-ce que vous pensez qu'elle aurait pu avoir une carrière sans lui? Est-ce que vous pensez que sans lui, elle n'est rien? Quels sont vos ressentis par rapport à tout ça? Vous savez, je pense d'ailleurs que je vais refaire une vidéo sur The Emancipation of Me. J'aime tellement le secret de Emancipation of Me, mais vous comprenez encore plus pourquoi il compte si fort dans sa carrière, parce que toute la première période de sa carrière est gérée par Tony Mottola, et ensuite le fait qu'elle réussisse à se relever sans lui, c'est symboliquement très fort, parce que sinon ça aurait été, tous ses succès ne sont que Tony Mottola, et je pense que pour elle-même mentalement, ça aurait été encore plus difficile à vivre, même si je vois que lui se vante beaucoup du fait de dire que oui, All I Want for Christmas, bah elle voulait pas le faire, je l'ai fait, regardez jusqu'aujourd'hui où ça l'amène. Enfin bref, dites-moi quels sont tous vos ressentis par rapport à tout ça. Force à elle, parce qu'elle vient donc de perdre sa mère et sa sœur le même jour. Je crois que sa sœur s'est ôté la vie juste après le décès de la mère. Je pense que ça va continuer dans ce spectre de cette famille si peu fonctionnelle, mais j'espère qu'elle réussira à s'en relever. Je pense véritablement que si elle sort un prochain album, elle en parlera, parce qu'encore une fois, il y a deux Mariah Carey. Il y a la première Mariah Carey et la Mariah Carey avec laquelle on vit, qui sera fancy devant vous là. Et dès que vous allez entrer dans les albums, vous allez toujours tomber sur des titres certes sucrés, mais beaucoup plus dark dans la manière dont elle s'exprime, parce que factuellement, avec la vie qu'elle a, bah c'est difficile d'être autre chose. Mais dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et je vous retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo.